Bien, je dispose de circuit suivant. Il est composé d'un générateur de tension de résistance interne négligeable et d'un commutateur à deux positions 1 et 2, un condensateur, une bobine réelle d'inductance L et de résistance interne petit r et un conducteur ohmique de résistance grand R. Alors, l'expérience, donc, je vais mettre le commutateur K dans la position 1. Puis, je bascule vers la position 2. Que se passe-t-il? Donc, si K est en position 1, j'ai directement un circuit réduit où le condensateur est branché directement seul avec le générateur. Donc, tout se passe comme si je dispose de ce circuit. Donc, le commutateur à la position 1, je vois que UC est égal à E. Donc, K à la position 1, UC est égal à E. Et que se passe-t-il? Le condensateur se charge instantanément. Donc, charge instantanée du condensateur. Donc, si je dispose d'un système d'acquisition, je vais avoir la tension UC de la même façon, de cette façon. Donc voilà, UC est égal à E. Elle est constante. Bien évidemment, le condensateur porte la charge totale, Q est égal à C fois E, c'est la charge maximale. Maintenant, à partir de cet instant, lorsque le condensateur est complètement chargé, je suppose qu'il est complètement chargé, je vais basculer le commutateur à la position 2. Donc, à la position 2, je dispose d'un condensateur complètement chargé, tel que UC est égal à E. Alors, ce condensateur va être enfermé dans un circuit RLC. Il va y avoir une décharge du condensateur dans le reste du circuit constitué de la bobine et du résistor. Alors, cette décharge, la courbe représentative de cette décharge est la suivante. Donc ici, je reconnais que AT est égal à 0, c'est le temps de basculement à la position 2. Alors, il va y avoir une courbe de cette façon qui évolue au cours du temps. Donc, c'est une courbe oscillante. Donc, on va parler de la décharge oscillante. Donc, ici, UC est égal à 0. UCL prend sa valeur la plus petite. Ici, donc, je compte. Donc, ce système est un système pseudo-périodique selon la valeur de R. Bien évidemment, je règle la valeur de R plus petit r, c'est-à-dire la résistance totale, de sorte que le système puisse osciller autour de cette valeur nulle. Bien, donc cette courbe étant donnée, donc je peux, connaissant cette valeur, je peux déterminer la pseudo-période. Par exemple, si on dispose de cette quantité, elle représente une période, une pseudo-période, la deuxième pseudo-période et la troisième pseudo-période. Bien évidemment, pseudo-période, période, il y a une différence puisque, comme vous voyez, la courbe elle est un peu étalée, donc T est légèrement supérieur à la période propre. Bien. Donc, je remarque aussi que à cet instant T, donc c'est le temps de basculement, UC elle diminue au cours du temps, c'est-à-dire que à cet instant, le courant UC est égal à diminue, c'est-à-dire D de UC sur dt est négatif, et par conséquent, le courant qui vaut
C fois D de UC sur DT, donc il est négatif, donc initialement. Donc si je veux donner l'allure de UR ici, c'est-à-dire UR égale à R fois I, elle commence par une valeur négative, elle commence par une valeur nulle, et en décroissant donc UR, donc normalement elle va prendre cette allure. Ok? Bien. Maintenant, que se passe-t-il si on dispose d'un autre résistor ici? Alors, la courbe est complètement différente à celle-là dans la partie du charge. Donc, si je dispose de cette situation, c'est-à-dire en position 1, je dispose d'un dipôle R1C soumis à un échelon de tension de valeur E. Par conséquent, la tension UC, elle augmente progressivement pour atteindre sa valeur finale, qui est UC est égal à E, bien évidemment, lorsque le courant dans le condensateur sera nul et UR égale à 0. Donc, je dispose de cette allure. Il faut bien évidemment voir cette petite différence. Alors, dans ce cas, la charge du condensateur n'est plus instantanée comme dans ce cas, mais c'est une charge donc progressive. La charge, elle est progressive. À cet instant, je suppose que à cet instant, le temps de basculement, le condensateur est complètement chargé. Et dans la suite, c'est la même chose, puisque c'est le même phénomène physique, la décharge oscillante. Donc, pourquoi cette décharge est oscillante? Bien évidemment, dans les deux cas, je dispose d'un circuit. Lorsque je bascule le commutateur à la position 2, je dispose de ce circuit réduit auquel il y a un condensateur complètement chargé et une bobine et un résistor. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la bobine, par son effet inductif, elle va s'opposer à l'établissement du courant. Et par conséquent, donc, elle va emmagasiner de l'énergie électromagnétique. Lorsque le condensateur est complètement déchargé, sa tension est nulle, il va recevoir de l'énergie magnétique de la part de la bobine qui, à ce moment, elle va jouer le rôle d'un donneur d'énergie, donc c'est un générateur instantanément. Et puis l'énergie magnétique va diminuer et ainsi il va y avoir un cycle de conversion de l'énergie électrostatique vers la bobine et de l'énergie magnétique vers le condensateur, et ceci en présence de ces deux résistors qui constituent un facteur d'amortissement, et cette énergie va diminuer peu à peu, raison pour laquelle les tensions, donc entre chaque période, la tension maximale de UC diminue, et on parle d'un régime pseudo-périodique où les oscillations sont qualifiées par libres et amorties. Donc sont amorties car la tension maximale, l'amplitude, elle diminue au cours du temps, et on parle d'un système libre, puisque on n'a pas un générateur. Donc ici, on n'a pas un générateur qui fournit continuellement de l'énergie. Donc ce système est qualifié par libre. Par suite, je vais étudier donc l'équation différentielle. Donc c'est très simple. Je dispose de ce circuit lorsque le commutateur est dans la position 2. Alors, une simple application de la loi d'émail aux bornes du condensateur, aux bornes dans ce circuit,
Donc, la somme algébrique des tensions est nulle. UC plus UR plus UB est égal à 0. Avec la loi d'Ohm pour le résistor, donc UR est égal à RI. La loi d'Ohm pour la bobine UB est égal à L d du I sur dt plus RI. Connaissant donc la formule du courant, I est égal à C d du UC sur dt. La dérivée de I par rapport au temps, c'est C dérivée seconde du UC sur dt, dt2. Alors, je dispose de cette équation différentielle. Donc, cette équation différentielle, donc c'est une équation de second ordre, sans second membre. Donc, sans second membre, c'est-à-dire elle traduit le fait que c'est un système libre. Donc, la solution de cette équation est, donc c'est une solution assez délicate qui dépend de la valeur de R plus petit r, c'est-à-dire de la résistance totale. Soit UC, je dispose d'une grandeur oscillante, donc un va-et-vient, donc aux alentours de UC est égal à 0, soit un système non oscillant, donc c'est un régime apériodique. Donc deux types de solutions. Pour cette solution, pour ce régime pseudo-périodique, l'étude consiste à faire à faire que la période de cette oscillation est légèrement égale à la période propre du système LC, c'est-à-dire pas de résistance, qui T0 est égal à 2pi racine de L fois C. Donc, cette période, elle dépend des valeurs de L et de C. Alors, l'étude énergétique reste l'étude énergétique. Donc, pour l'étude énergétique, je dispose donc de la formule de l'énergie électromagnétique. Donc, c'est la somme de l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc, celle-là, c'est l'énergie électrique 1 demi de CUC au carré. Et celle-là, c'est l'énergie magnétique. Alors, la variation de l'énergie totale par rapport au temps, donc, pour étudier cette variation, je vais directement à la dérivée par rapport au temps. Alors, cette dérivée, elle vaut 2 fois 1 demi fois C fois UC à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire fois UC, fois D de UC sur dt, plus 2 fois 1 demi fois L fois I à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire fois I, fois d de I sur dt. Donc, tout calcul fait, je reconnais ici la forme du I, du courant, c'est d de IC sur dt. Je mets le courant en facteur et je dispose de cette, donc, d de E sur dt, donc, est égal à moins R plus petit r fois I au carré. Cette valeur est toujours positive. La résistance est toujours positive, mais là, cette dérivée par rapport au temps est négative. Le système ne conserve plus de l'énergie, mais plutôt il est dissipatif à cause de l'effet Joule inévitable introduit cet effet par la résistance totale. Maintenant, une remarque, pour UC est égal à UC max, c'est-à-dire pour ces valeurs. Donc ici, comme vous voyez, AT est égal à 0, AT est égal à T, 2T, 3T. Donc, pour ces valeurs, alors, il y a une tangente horizontale, c'est-à-dire le courant est nul. C d de UC, c'est-à-dire d de UC sur dt est égal à 0. Donc, C d de UC sur dt est égal à 0. Donc, le courant ici, 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 ici. Donc, ce sont des instants où le courant est nul. Ce qui fait réduire l'énergie magnétique en énergie électrique, puisque 1 demi de Li au carré égale à 0, parce que I égale à 0. Et du coup, donc, pour ces valeurs, UC de T est égal à UC max, plus ou moins ici. Donc, au sommet, donc pour T est égal à 0, T de T même, donc ici, et ici,
Ici aussi, les valeurs et la valeur du courant est nulle. Ici, c'est T sur 2, 3T sur 2, etc. Donc, et la variation de l'énergie totale se réduit à la variation de l'énergie électrique. Connaissant UC, je peux déterminer cette variation et c'est une variation négative. Merci.